Docteur Mukwege, bonjour. Bonjour monsieur. Vous êtes gynécologue, spécialisé dans la chirurgie réparatrice des femmes violées. Mais aujourd'hui, vous êtes aussi un homme engagé qui appelle les Congolais à un sursaut. Pourquoi cet engagement ? J'ai travaillé pendant 15 ans au bloc opératoire et malheureusement, je me suis trouvé en train d'opérer des femmes qui ont été violées, mais avec une extrême violence, donc leur appareil génital souvent endommagé. Et j'ai commencé à soigner d'abord les victimes, leurs enfants elles-mêmes étaient violées. Et quand je suis arrivé au niveau de soigner les petits-enfants, j'avais compris que c'est un cercle qui n'a pas de fin et que la solution n'était pas au bloc opératoire. Donc il fallait également s'occuper des causes. Et vous allez plus loin, vous dites, derrière ces viols de guerre, derrière cette arme de destruction massive, il y a de l'argent sale. Absolument, puisque là où il y avait les minéraux, c'est là où il y avait les groupes armés du Congo. Dans votre livre, Plaidoyer pour la vie, paru l'an dernier, vous écrivez « Je sais que je suis plus que jamais exposé, je ne quitte plus l'hôpital de Panzi. Combien de temps devrons-nous vivre ainsi comme dans une prison ? Mon seul espoir, ce sont les prochaines élections présidentielles et parlementaires. » Ces élections n'ont pas eu lieu, malheureusement. Et donc notre situation de prisonniers à ciel ouvert continue. Alors, il y a eu un accord pouvoir-opposition le 31 décembre dernier pour que ces élections se tiennent d'ici le 31 décembre prochain. Comment analysez-vous la situation aujourd'hui ? Je ne peux pas comprendre comment, et au niveau de la communauté nationale et de la communauté internationale, nous pouvons tous fermer les yeux et ne pas voir que c'est en 2006 que le problème a commencé. Quand les élections locales n'ont pas eu lieu, c'est un processus qui a commencé dès le vote par référendum de la Constitution, de bloquer la Constitution. Et c'est pour ça que vous dites à l'opposition, ressaisissez-vous, c'est ça ? Absolument. Je pense que quand vous êtes devant quelqu'un qui ne tient pas sa parole, vous ne pouvez pas continuer à donner un crédit. Vous devez à un certain moment dire, vous n'avez pas tenu votre parole, et maintenant, c'est assez. Et donc, pour moi, la seule façon de le faire, c'est exiger le retour à l'ordre constitutionnel. Donc, en fait, l'accord du 31 décembre dernier, vous n'y avez jamais cru ? Non, pas du tout. Et je crois que là, les faits me donnent raison. Moi, je vous dis, c'est un processus qui date de 2006. L'intention derrière, c'est conserver le pouvoir sans l'avis du souverain primaire. Alors, quelle est la solution aujourd'hui ? Puisque ça y est, on est parti dans le glissement depuis le 19 décembre 2016. Je crois que le peuple congolais doit se mettre debout pour que les élections soient organisées et que finalement on puisse avoir des institutions légales. Mais l'année dernière, le peuple s'est mobilisé avec des manifestations de rue et le prix humain a été terrible, plusieurs dizaines de morts. Effectivement, mais je crois que c'est là où la communauté internationale peut jouer un rôle, puisque si la MONUSCO est là, il est très très important que nous puissions voir le rôle de la communauté internationale, protéger la population. Le 1er septembre dernier, vous avez été reçu à Paris, à l'Élysée, par le président Macron. Mais est-ce que la France fait assez pour vos compatriotes ? La France peut faire plus. Et les Congolais, comme le premier pays francophone, nous attendons beaucoup des autres pays francophones et la France en tête. Et aujourd'hui, cette prévention peut se faire en exigeant à ce que les élections puissent se tenir. Ils l'ont fait en Gambie où ils ont exigé à ce que la Constitution soit respectée. Pourquoi ça ne peut pas se faire en République démocratique du Congo ? Quand on sait les risques que toute la région court, c'est le moment d'agir. La réponse des autorités de Kinshasa, c'est que le Congo est indépendant et que toute pression est une atteinte à sa souveraineté nationale. Moi, je pense que lorsque vous tirez sur votre population qui n'est pas armée, ce n'est pas la souveraineté nationale. Je crois que lorsqu'on prend ces prétextes de souveraineté pour interdire de protéger une population en détresse, j'opposerais plutôt le droit d'ingérence humanitaire. Docteur, vous parlez de plus en plus comme un homme politique. Est-ce que vous êtes candidat à la prochaine élection présidentielle ? Je ne suis pas candidat. Vous avez 62 ans, peut-être que vous avez déjà fait beaucoup pour la médecine, pour les femmes. Est-ce que vous n'êtes pas tenté, peut-être, de vous lancer dans une nouvelle carrière qui serait politique cette fois-ci ? Moi, je ne suis pas politicien. Je crois qu'il faut très très bien faire la différence entre un citoyen engagé qui fait le rôle des sentinelles par rapport aux politiciens.
Mais vous savez bien qu'il y a beaucoup de Congolais qui sont déçus par leurs hommes politiques, qu'ils soient de la majorité ou de l'opposition, et qui demandent à des personnalités de la société civile de s'investir et qui vous demandent à vous de vous engager politiquement, de présider, qui sait, une transition. Qu'est-ce que vous leur répondez? On ne fait pas une transition lorsqu'il n'y a pas un vide. Il faut d'abord qu'on remette l'ordre constitutionnel. Et je pense que commencer à parler d'une transition alors qu'il n'y a pas de vide, nous risquons de nous complaire dans une utopie qui ne viendra pas. Pour moi, il est très très important que les autorités en place comprennent que toutes les institutions sont illégales et que c'est une urgence d'avoir des institutions qui émanent du souverain primaire. Donc, vous n'excluez pas un jour de vous engager politiquement? Je vous répète, je ne suis pas politicien. Docteur Mukwege, merci.